Au nom du mouvement Montréal français et de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. Les Jeudis de la langue ont été produits depuis environ 2 ans pour ressusciter, on pourrait dire, le débat linguistique qui fait l'objet d'un tabou, qui est un peu le même tabou qu'on a ressenti envers les accommodements déraisonnables, disons, et qui refait surface de plus en plus. Alors, depuis environ 6 mois, on a lancé le mouvement Montréal français. Je pense que le son est un petit peu fort, excusez-moi. Le mouvement Montréal français a pour objectif de faire du français la véritable langue commune et officielle dans la région métropolitaine, parce que c'est encore loin d'être le cas. Et pour assurer l'avenir du français au Québec, il faut faire du français la véritable langue commune à Montréal. Quand on parle du tabou de la langue, ça aboutit aussi à des aberrations économiques, comme on le voit dans le cas des 2 méga-hôpitaux. Sans plus tarder, par contre, je vais donner la parole à Jean-Marc Labrèche. Je pense que ce serait important peut-être de baisser un petit peu le son. Je vais vous inviter en même temps. Le mouvement Montréal français a lancé une campagne qui s'appelle la campagne « Une langue à partager », qui vise à faire comprendre aux gens la nécessité et l'urgence de toujours utiliser le français dans l'espace public, et surtout avec les nouveaux arrivants. C'est un geste d'accueil et c'est un geste aussi de fierté. Alors, samedi prochain, de 11h à 14h, on organise une opération de distribution de dépliants et de tracts dans le métro. Alors, vous êtes tous invités. Le point de rassemblement est à 10h au métro Berry. Il y a des tracts pour les annoncer. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Marc Labrèche qui va nous parler de la journée du drapeau pendant 2 petites minutes. Merci Mario. Bonsoir tout le monde. Vous voyez, comme on n'a rien à faire à la Société Saint-Jean-Baptiste, et on a pensé ajouter une autre activité, c'est celle de la journée du drapeau. Le 21 janvier de chaque année, depuis 1999, le 21 janvier est promulgué et décrété jour du drapeau au Québec, et nous avons tout lieu en ces temps où le Québec s'identifie et aussi se fait voir comme une nation, de nous couvrir sous l'ombre du fleuve de l'Isée. Et nous allons faire pour ça un accommodement raisonnable. Nous ne marcherons pas à pied jusque dans le fond de la Gaspésie, mais nous allons prendre nos voitures pour faire un défilé et nous allons nous organiser pour procéder d'une façon belle et, je dirais, attrayante. Nous allons décorer toutes les voitures qui vont se présenter et nous avons aussi réservé un espace dans le niveau des sciences biologiques ici, pour préparer notre cortège de manière à ce qu'à midi, pile, dimanche, nous partions ensemble dans une tournée qui, c'est là que je rejoins peut-être le sujet de M. Lazure, qui va aller tant à l'ouest et un peu, pas mal, à l'ouest qu'à l'est. Alors nous allons visiter nos concitoyens de la partie ouest de Montréal, intentionnellement, dans un geste, disons, qui se veut rassemblant, pour les inviter à participer au projet collectif des Québécois de façon inclusive. Et M. Lazure vous en dira davantage. Alors voilà, si vous voulez venir, je vois dans chacun de vous une personne qui pourrait venir avec son auto. C'est à vous directement que je m'adresse, nous faisons le recrutement, mais pensez-y, vous avez le dépliant. Nous allons faire les choses d'une manière merveilleuse et c'est évidemment au nombre que nous sommes que là, l'événement va prendre une envergure plus intéressante encore. Alors, bonne soirée et merci. Je vais maintenant inviter le principal organisateur du mouvement Pour un seul CHU. C'est aussi un chercheur à l'Université McGill qui s'occupe de tout ce qui touche les statistiques et il a été l'auteur de plusieurs études sur le financement des universités. Patrick Sabourin. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre invité qui
se passe un peu de présentation, qui a été ministre des Affaires sociales sous le gouvernement de René Lévesque et qui a été dirigé plusieurs hôpitaux, le docteur Denis Lazure. Merci, M. Beaulieu. Tantôt, c'était trop fort, là, c'est pas assez fort. Est-ce qu'on peut ajuster le micro? La technique. L'intendance que vous êtes proche. Non, il est très proche. Bon. Oh là là. Ah ouais. Bon. Ben, je remercie M. Beaulieu et son groupe pour l'invitation. Je vous remercie surtout d'être venu en grand nombre. Je reconnais plusieurs militants de la souveraineté, de la langue française et du bon sens. Ma députée, Tatiana Marcelin, la députée de mon comté de Rosemont, un ex-député qui vient d'arriver, Pierre de Bellefeuille des Deux-Montagnes, et madame, et ainsi que l'ex-député de La Prairie, mon successeur, Serge Frion, qui se cache au centre là-bas. Là. Je veux aussi souligner que cette présentation de la position de la coalition Un seul CHU, c'est pas le travail d'une personne, évidemment. Je vais en nommer quelques personnes qui ont participé à deux activités que nous avons eues depuis octobre. La première en octobre dernier et la deuxième en décembre. Et les principales personnes sont les suivantes: Guy Rochon, sociologue, Jean Dorion, le président de la société, Pierre-André Julien, économiste à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Robert Laclande, directeur de l'Action nationale, Yves Beauchemin, écrivain, Bernard Bigra, député du Bloc québécois. Ben, c'est Rosemont, ça aussi, hein? C'est vraiment un bon coin, ça, Rosemont, coin. Jean-Claude Saint-André, député du Parti québécois pour l'Assomption, Henri Brun, professeur à Laval, Rodrigue Tremblay, professeur émérite de l'Université de Montréal, et plusieurs autres. Avant de vous livrer la présentation proprement dite, j'aimerais vous lire, c'est pas long, c'est 3 petites pages, un texte qui résume, d'ailleurs on le dit dans le titre, qui résume la position de la coalition. Et je pense qu'on aura des copies à distribuer aux gens à la sortie. Et ensuite, je vais élaborer sur plusieurs aspects de la position de la coalition. Alors, ça s'intitule « Un seul méga hôpital pour les 2 universités ». Un concept novateur, inclusif et économique. C'est un résumé de la position de la coalition. Il aura fallu 30 ans pour que la dette du stade olympique soit enfin liquidée, et voilà que la population du Québec, sans même avoir été consultée, s'apprête à assumer une dette encore bien plus considérable si le projet de créer à Montréal 2 méga-hôpitaux est mené à terme. Depuis que l'Université de Montréal et l'Université McGill ont reçu le feu vert du gouvernement du Québec il y a 15 ans, le coût envisagé pour ces 2 chantiers n'a cessé de grimper. En 2004, le ministre de la Santé, M. Couillard, déclarait que le maximum de fonds publics, c'était une déclaration très, très solennelle, était de 800 millions de dollars pour chaque hôpital. Mais 2 ans plus tard, en 2006, il déclarait aussi de façon tout aussi solennelle que ce plafond passait à 1,8 milliard pour chaque projet. Donc, plus que doublé en 2 ans. À l'exception des grands projets hydroélectriques, il s'agit là de l'investissement le plus considérable de l'histoire du Québec. Le débat public ne s'est jamais fait sur la nécessité de construire ou non ces 2 méga-hôpitaux, mais a toujours porté sur le choix du site pour le CHU. Notons au passage
Alors, CHUM, c'est le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, évidemment. Alors que l'autre, c'est le Centre universitaire de santé McGill, CUSM. Notons au passage que le site pour le projet de McGill n'a jamais pratiquement été l'objet de discussion publique. Nos amis anglophones aiment beaucoup la discrétion quand il s'agit de gros projets, surtout. Depuis 2000, plusieurs groupements se sont dit inquiets par cet engagement gouvernemental si onéreux. Alors que depuis plusieurs années, les dirigeants des réseaux hospitaliers se plaignent du manque de ressources financières, comme pour les infrastructures routières, les établissements de santé au Québec ont été privés de fonds nécessaires à leur entretien et à leur salubrité. De plus, plusieurs sondages d'opinion démontrent qu'au-delà de 75% des gens sont d'avis que la construction de 2 méga-hôpitaux à Montréal n'est pas une priorité à leurs yeux et ne constitue pas une solution aux graves problèmes bien connus tels que l'engorgement des urgences, la pénurie du personnel médical et infirmier, le manque de ressources pour malades chroniques, pour personnes âgées en perte d'autonomie, l'insuffisance de fonds pour les soins à domicile, etc., etc. Cette énorme dépense de fonds publics, si elle se réalise, entraînera une très grave pénurie financière pour plusieurs décennies. Et ce sont les régions du Québec autres que Montréal qui en subiront les conséquences. La Coalition pour un seul CHU est d'avis que la communauté médicale, ainsi que les professionnels de la santé qui œuvrent dans les hôpitaux montréalais, pour les soins, la recherche et l'enseignement, sont suffisamment ouverts à leur vis-à-vis de l'autre université pour qu'ils accueillent favorablement et avec enthousiasme, je sais peut-être trop demander, là, de travailler côte à côte à l'intérieur d'un seul méga-hôpital desservi par le personnel des deux universités. Déjà, depuis plusieurs années, un grand nombre de médecins francophones exercent dans les hôpitaux affiliés à McGill. Et cela est vrai aussi pour l'ensemble des professionnels de la santé. Et dans une moindre mesure, de plus en plus de personnel médical anglophone œuvre en milieu francophone. La plupart des grandes institutions montréalaises dans le domaine des arts, de la culture, des affaires, du droit, de la justice, se sont développées harmonieusement sans éprouver le besoin de créer deux structures parallèles. Pourquoi en serait-il autrement dans le domaine de la santé? Les universités l'ont compris depuis un moment. Plusieurs facultés de McGill dispensent en français leur enseignement et le mouvement inverse est amorcé à l'Université de Montréal, notamment aux hautes études commerciales. Les deux principales communautés universitaires de la métropole ont une occasion en or de réaliser un projet novateur et inclusif, plutôt que de continuer à se cantonner chacune de son côté à dédoubler d'énormes dépenses de fonds publics. Les contribuables du Québec accueilleraient avec soulagement et gratitude un tel geste de solidarité sociale qui serait posé par nos dirigeants universitaires. Un seul méga-hôpital où cohabitent les personnels des deux universités, ce n'est pas le CHU de l'Université de Montréal, ce n'est pas le centre universitaire de McGill non plus, c'est le CHU de la ville de Montréal, où se retrouvent les cliniciens, les enseignants, les chercheurs émanant des deux grandes universités montréalaises. Bien sûr, comme toute formule inédite, originale, elle présente un très grand mais beau défi. Et c'est pourquoi notre coalition demande qu'une commission de sages, une commission d'études, soit créée par le gouvernement du Québec, afin qu'elle examine les modalités d'implantation de ce CHU unique et qu'elle ait recours
entre autres moyens, à des audiences publiques. Afin de permettre un examen sérieux de la question par cette commission, il est évident que le gouvernement du Québec doit décréter un moratoire immédiat sur ces deux projets en cours. La coalition Un seul CHU est consciente que sa proposition implique de graves inconvénients, mais nous croyons qu'en l'adoptant, le gouvernement du Québec ferait preuve de beaucoup de courage et de clairvoyance. Il n'est pas trop tard pour éviter ce gouffre où serait englouti des milliards de dollars, et saisissons cette occasion pour en réduire le coût d'au moins 50%. Voilà. Je vais brosser un historique rapide, parce que je vais laisser beaucoup de temps pour la période de questions. Ce n'est pas la première coalition qui se forme. Il y en a eu plusieurs. Une autre importante, c'était en 2001. C'est-à-dire qu'il y en avait deux à ce moment-là. Une du côté anglophone, qui s'opposait à la construction du méga-hôpital de McGill, qui était dirigé par un psychiatre. On a le don d'être un peu partout quand il s'agit de ces questions-là. Un psychiatre de l'hôpital Douglas. Et la coalition francophone, ça c'était en 2001, les deux coalitions avaient envoyé un message au premier ministre du Québec à l'époque, qui était Bernard Landry, demandant un moratoire. J'ai devant moi le texte, je ne le lirai pas, c'est un peu trop long, mais ça avait apparu dans le Devoir le 28 novembre 2001. Et c'était intitulé « Évitons un second désastre olympique ». Le gouvernement n'a pas accepté cette demande de moratoire. Il y a eu constamment des représentations de fait pour au moins qu'on ait un débat public sur le fond de la question et non pas sur le site. Les seuls débats publics qui ont eu lieu, c'était toujours sur le site pour le CHU. Il n'y en a jamais eu sur le site pour McGill. Mais rappelez-vous, pour le site du CHU, il y a eu plusieurs hypothèses, dont celle qui a fait beaucoup de bruit il y a environ 1 an et demi, les cours de triage à Outremont, qui étaient pilotés par le recteur de l'Université de Montréal, M. Lacroix, l'ex-recteur, et par la famille Desmarais, et d'autres entrepreneurs très lucides. On a vu que le gouvernement libéral a eu au moins le courage de dire non à ce projet grandiose qui aurait coûté encore plus cher que ce que nous avons devant nous. Et finalement, le gouvernement actuel a opté pour un CHU qui serait développé alentour et incluant les bâtiments de l'hôpital Saint-Luc. Pendant ce temps-là, les gens de l'Université McGill continuaient leurs travaux d'abord de décontamination, parce que ce soit un parti ou l'autre, nos gouvernements se sont trop fiés à des soi-disant experts, des technocrates, ou des élites universitaires qui s'étaient mis dans la tête qu'ils allaient développer 2 méga-hôpitaux. Et coïncidence, le premier choix pour le CHU francophone, qui était au nord de Montréal, sur Saint-Denis, était aussi un site contaminé. Il y avait ceci en commun, les deux sites, des sites contaminés. Un, parce que c'était la cour de triage Glenn, le site anglophone. L'autre, c'était la cour de triage de la SDCUL,
qui était tout aussi pollué que l'autre. Heureusement, on a abandonné ce site aussi. Donc, c'est une revendication qui dure depuis plusieurs années, qui n'a pas été écoutée. Et je vous donne un exemple de la non-écoute que nous avons des médias. Je ne pense pas qu'il y ait de médias ici ce soir. Hier, nous avons émis un communiqué, vous en aurez des copies peut-être, oui, où on disait que le gouvernement venait de céder au chantage. Vous n'avez pas vu l'extrait de ce communiqué dans les journaux. Vous n'avez pas entendu à la radio. Vous n'avez pas entendu à la télévision. Je comprends, on est occupé ces jours-ci à s'auto-flageller parce qu'on est des racistes dans un sondage qui a beaucoup plus d'allure politique que d'allure sociologique ou scientifique. Mais bref, le communiqué que nous avions émis hier, c'était pour souligner que le gouvernement actuel a cédé au chantage des deux universités. Parce que le ministre Couillard avait dit il n'y a pas si longtemps, on ne donnera pas le feu vert pour les constructions aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu une entente entre les deux CHU pour un partage des surspécialités. Or, autant pour le domaine de la médecine infantile qu'adulte, il n'y a pas eu de partage. Les deux comités qui ont été créés il y a plusieurs mois à cet effet ont déclaré qu'il n'y avait aucune entente possible. Et malgré ça, le ministre Couillard donne le feu vert à ces deux projets. Qu'est-ce que c'est un CHU? Un centre hospitalier universitaire. D'abord, quelle est la situation actuelle? Du côté francophone, alors un CHU, donc, c'est un centre hospitalier qui a trois vocations. Des soins cliniques surspécialisés, on peut appeler parfois de deuxième, troisième ligne, l'enseignement aux futurs professionnels de la santé et la recherche. Le CHU, ce n'est pas une création nouvelle, c'est-à-dire que l'enseignement, la recherche et les soins cliniques spécialisés, ça existe depuis toujours. Du côté francophone, c'était dispensé par 5 ou 6 hôpitaux. Hôtel-Dieu, Notre-Dame, Saint-Luc, Maisonneuve, Sacré-Cœur, etc. Du côté anglophone, c'était aussi dispensé par Royal Victoria, Montréal Général, Hôpital Juif, l'Institut neurologique, etc. À un moment donné, la mode a évolué et au lieu de former les futurs médecins, les futurs professionnels dans 4 ou 5 hôpitaux différents, accrédités par les universités, on s'est dit, on va créer un seul centre hospitalier où on va former tous les futurs médecins, où on fait la recherche de pointe et les soins cliniques surspécialisés. La formule polyvalente, c'est elle qui a contribué à former, du côté francophone en particulier, des finissants en médecine qui, depuis quelques années, se classent les premiers dans les examens dans l'ensemble du Canada. Personne n'a démontré que la formule d'un seul bâtiment, d'un seul toit, était une formule supérieure pour la formation du personnel, la clinique ou la recherche. Personne n'a démontré ça. Mais c'est une mode, et nos élites universitaires médicales, qui souvent s'inspirent dans leurs agissements du monde de l'industrie, du grand commerce, se sont dit la mode est aux fusions
aux grands ensembles, alors créons des CHU. Du côté historique de la situation actuelle, en 92, les dirigeants de McGill se présentent auprès de M. Daniel Johnson-Fisk, qui était Premier ministre, et lui proposent de créer un CHU, proposition que le gouvernement ne pouvait pas refuser parce que, selon une recette antique, on allait fournir 25% du financement avec les fonds accumulés à l'Université McGill et qu'on allait pouvoir aller supplémenter par des sollicitations dans le monde de l'industrie du commerce. Daniel Johnson-Fisk a accepté en 92. À l'origine, ce CHU devait grouper 5 hôpitaux: Royal Victoria, Montréal Général, Institut neurologique, l'hôpital Montréal Children et l'Institut thoracique, la clinique thoracique. Aux dernières nouvelles, on y reviendra plus tard, discrètement, McGill a changé la composition du CHU. Aux dernières nouvelles, c'est confirmé par leur site Internet. Aujourd'hui, on se contredit du côté de McGill. On a vendu son projet en disant il faut tout concentrer sur un seul toit. Et aujourd'hui, sur le site Internet, vous voyez que le CUSM aura 2 campus. Le campus de la Cour-de-Laine, qui est maintenant décontaminé ou à peu près, et le campus de la Montagne autour de l'hôpital Montréal Général. Ce qui veut dire en réalité que ce qu'on a vendu au gouvernement du Québec s'est engagé à financer ça avec les fonds publics en très grande partie. Ça n'est plus ce que c'était. Et ça consiste, à toute fin pratique, à remplacer le Royal Victoria et le Montréal Children, qui seront au campus Glen, alors que le Montréal Général va continuer et va même s'agrandir et se rénover. Du côté de Montréal, depuis plusieurs années, les discussions avaient cours entre l'Hôtel-Dieu, le plus vieil hôpital en Amérique du Nord, en parenthèse, entre l'Hôtel-Dieu, Notre-Dame et Saint-Luc, les 3 principaux hôpitaux universitaires, pour qu'on décide ensemble lequel des 3 servirait un agrandissement comme CHU unique. Aucune entente possible. Et c'est alors que ces dirigeants universitaires et médicaux sont allés voir le nouveau gouvernement du Québec, du Parti québécois, dirigé par M. Parizeau à l'époque, et devant l'impasse pour la distribution, non seulement pour le site, mais aussi pour la répartition des surspécialités. Parce que actuellement, il y a beaucoup de dédoublement des surspécialités. Il y a beaucoup de gaspillage actuellement. Alors, les francophones sont allés voir le gouvernement Parizeau. M. Rochon était ministre de la Santé à l'époque. Écoutez, vous avez le gouvernement du Québec antérieur a autorisé la construction d'un CHU anglophone. Nous voulons voir notre CHU aussi. Alors, évidemment, le premier ministre a dit oui. Et c'est ainsi que les 2 projets ont démarré. J'ai parlé tantôt du financement, des estimés, des coûts estimés. Je reviens sur la question des CHU comme endroit unique pour dispenser les soins
ultra spécialisés, l'enseignement et la recherche. Je vous répète encore une fois, et c'était la position de la coalition en 2001, coalition anglophone aussi bien que francophone, que c'était qu'aucune construction de chute de méga-hôpital n'était nécessaire. Si on peut, on disait à l'époque, les deux côtés, on disait si il y a pénurie, manque d'équipements sophistiqués, ultramodernes, agrandissons un des hôpitaux, que ce soit Notre-Dame, Saint-Luc ou l'Hôtel-Dieu, même chose, même raisonnement du côté anglophone, et aménageons tout ce qu'il y a de plus moderne comme équipement. Même raisonnement pour la recherche et pour l'enseignement clinique. Encore une fois, nous disions en 2001 que les trois fonctions du CHU peuvent très bien être accomplies. Et la preuve qu'elles ont été bien accomplies, sans que ce soit sous un seul toit, je vous répète que les finissants à l'École de médecine de l'Université de Montréal sont les meilleurs au Canada, sont les mieux cotés. Mais on disait, je vous cite juste une phrase de notre manifeste en 2001, on demandait de mettre un moratoire sur les deux projets. On disait la situation requiert beaucoup de courage de la part du gouvernement. Mais s'il veut éviter le cauchemar du stade olympique, mais en double, cette fois-ci, c'est maintenant qu'il doit ordonner la mise au rencard de ces deux projets mégalomanes. Ça, c'était en 2001. Et vous avez peut-être vu hier, je ne pensais pas qu'on était des prophètes en plus, hier dans le Devoir, le futur CHU comparé au château de Versailles. Le directeur du CHU, dans son message de Noël à ses employés, et je ne lis pas l'article, c'est long, mais ça vaut la peine, c'est une pièce d'anthologie. C'est une pièce d'anthologie. Et quand on dit qu'il s'agit de deux projets mégalomanes, c'est pas loin de la vérité. Et moi, ça m'indigne de voir qu'on reste aussi indifférent, que la société québécoise reste aussi indifférente à ces deux projets qui vont engloutir des milliards de dollars pour des générations à venir. Alors, c'est pas seulement du côté de Montréal, du côté francophone, qu'on est en plein délire grandiose, mais aussi du côté McGill, et ça c'était mercredi le 17 janvier, dans la presse, on dit un plan à jeter aux poubelles, affirme une coalition de citoyens anglophones, francophones de Notre-Dame-de-Grâce. Les deux projets sont très mal engagés. Ils sont engagés très bien quant au PPP. Ils sont très bien engagés pour ce qui est des petits copains qui profitent depuis plusieurs années maintenant de contrats de toutes sortes en sous-traitance. Et on n'a pas encore vu le vrai contrat de l'agence PPP qui va assurer peut-être la construction des deux méga-hôpitaux. Mais on sait par exemple, ça c'est une information publique, qu'il y a tout près de 100 millions de dépensés pour chacun des deux projets. Et qu'il y a des gens qui s'en mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pierre Lortie, grand militant libéral, il a le droit. Mais il mange aux deux mangeoires depuis quelque temps. Il est à la fois consultant pour l'agence gouvernementale PPP et pour le comité directeur des deux CHU, McGill et Montréal. Dans son premier rôle, il relève de Mme Jérôme Forget, Conseil du Trésor,
Dans son deuxième rôle, il relève de M. Couillard. Mais dans les deux cas, M. Lortie, qui a été très actif dans le dossier des diffusions, on s'en rappellera, qui conseillait les villes qui se sont diffusionnées. Mais dans les deux cas, M. Lortie est un des grands profiteurs de la situation actuelle. Quant à moi, le principe, et quant à plusieurs des personnes qui appuient la coalition, le principal argument, il est économique. Il est économique et social, en ce sens que on est en train de dilapider des sommes énormes qui vont priver le domaine de la santé, premièrement, dans les autres régions, mais aussi qui vont enlever des dollars pour toutes sortes d'autres activités, que ce soit en environnement, que ce soit en culture. Et je reviens à ce qu'on disait dans le texte que je vous ai lu au début. La formule que nous privilégions, qui a évolué à l'intérieur de la coalition, nous ne disons pas on veut un seul CHU, le CHU Saint-Luc francophone. On dit on veut un seul CHU et que le gouvernement, que ce soit l'actuel ou le futur, ait le courage de dire aux deux communautés universitaires, vous vous entendez pour faire le partage des surspécialités, sinon nous allons le faire par un décret. Le gouvernement fait des décrets pour des heures d'ouverture, de fermeture des épiceries. Le gouvernement fait des décrets pour un tas de choses. Il y a des centaines de décrets gouvernementaux qui sont émis tous les mois. Le gouvernement, au nom du public, ne peut pas laisser aller cette situation. Les deux communautés ont réussi à trouver une façon de fonctionner ensemble. On n'a pas deux palais de justice à Montréal, un anglophone, un francophone. On a une seule cour. Et quand on dit un seul CHU, on n'a pas besoin de dire un CHU francophone. C'est un CHU qui va respecter les lois du Québec. Ceci étant dit, il y aura des façons de fonctionner qui sont déjà amorcées. Je le disais dans le texte tantôt, il y a beaucoup de médecins francophones qui sont maintenant au service des hôpitaux anglophones. La skieuse qui a eu un grave accident récemment, la française qui a été opérée au Montréal Général, son chirurgien, c'est un gradué de l'Université de Montréal. Et non seulement il faut le faire pour des raisons économiques, financières, parce qu'il y a pénurie d'argent, mais il y a aussi pénurie de personnel. On se plaint, et encore aujourd'hui aux nouvelles, Charlemagne, les chirurgiens sont en train de faire un semi-débrayage parce que l'hôpital à tout bout de champ ferme les salles d'opération, annule les opérations, soi-disant parce qu'il n'y a pas assez de personnel. On a déjà une pénurie d'infirmières, de médecins. La Fédération des spécialistes prétend qu'il y a une pénurie de 1000 spécialistes. Et on va, c'est comme si c'était une course aussi à la construction actuellement. McGill apparemment a une certaine avance par rapport au CHU francophone. Et McGill recrute de plus en plus de médecins, de personnel francophone. La pénurie dans 10 ans, dans 15 ans sera encore plus grave qu'elle l'est aujourd'hui. Alors nous demandons au gouvernement, le présent ou le futur, de décréter un moratoire, de
de décréter un gel sur ces deux projets-là. Les deux projets, de toute façon, sont tellement mal partis. Vous n'avez pas d'idée. Puis, ça se fait en catimini, ça se fait derrière les coulisses. Sauf la folie du docteur Denis Roy, le directeur du CHUD, qui est heureusement sorti dans les journaux. Heureusement, on a des gens qui parlent de temps en temps. Mais le mot d'ordre dans ces deux projets-là, c'est bouche cousue. Motus, c'est bouche cousue. On parle le moins possible. Alors, nous, on dit aux deux partis politiques, et surtout, puisqu'il y a une députée du Parti québécois, deux ex-députés du Parti québécois, je pense que les deux partis doivent, une fois pour toutes, dire au public, nous allons arrêter les deux projets. Nous allons examiner cette hypothèse d'un seul méga-hôpital pour desservir les deux communautés. Si le Parti québécois cherche une position distincte, originale en matière de santé, parce que je ne pense pas que le Parti libéral va faire ce qu'on lui recommande de faire. Et si le Parti québécois, c'est le parti de l'opposition, cherche une position originale, je pense que ça devrait être un engagement électoral. Que nous allons stopper ces deux projets, nous allons établir une commission d'études de gens neutres, de gens compétents, soucieux des finances publiques et de l'intérêt public, et nous allons explorer cette hypothèse d'un seul CHU. Parce que le laisser-aller actuel, un autre article, il y en a plusieurs, dans l'optique des PPP du Parti libéral, on a vu qu'il est fortement question qu'une fois construit, le CHU serait loué 100 millions de dollars par année, un engagement de 30 ans. 100 millions de dollars par année pendant 30 ans. Et ça a été publié dans les journaux, c'est très officiel. C'est une hypothèse sérieusement considérée. Autrefois, avant 1976, il était courant, et Marc Prière, qui ici a bien connu ces années-là, aussi, les partis au pouvoir disaient à leurs copains, surtout dans la région de Québec, vous construisez un immeuble à bureau, on vous donne un contrat de 30 ans, tant de dizaines de milliers de dollars par année, et voilà. L'individu se rendait à la banque, n'importe qui va prêter quelques millions à un individu qui a un contrat où le gouvernement s'engage à louer, mais encore plus quand c'est 100 millions par année. À l'époque, c'était peut-être 1 million par année. Mais c'était une formule privilégiée de patronage, autrefois. Et là, on est en train d'envisager de revenir à ça. Alors, moi, je vous dis, le Parti québécois, dont un des principaux fleurons, c'est d'avoir aboli à toute fin pratique le patronage. Dans une large mesure, le patronage gouvernemental à Québec a été aboli. Alors, je pense qu'il a une bonne occasion. Parce que les deux projets actuels, j'allais dire aux yeux du public, mais le public n'est même pas au courant. Et les médias, contrôlés en grande partie par les lucides, ne veulent pas que le public soit au courant. Ne veulent pas que le public soit au courant. Parce que, une fois la population éclairée, renseignée, elle grimperait aux barricades. Nous essayons maintenant de renseigner, d'informer les députés.
des deux partis, des trois partis. Et moi, je ne peux pas comprendre les députés des régions du Québec qui n'ont pas encore saisi que laisser les gouvernements actuels construire ces 2 méga-hôpitaux, ça veut dire mettre une croix, faire la croix sur tout développement hospitalier dans les régions du Québec pour 15 ans, 20 ans. Je ne comprends pas les députés des régions. Je vous répète encore une fois, c'est le plus gros investissement d'argent public en dehors des projets hydroélectriques. C'est le plus gros. Et ça va son petit bonhomme de chemin comme si c'était une dépense de voirie banale. Non seulement c'est une dépense extravagante, mais en plus, elle n'est pas nécessaire, cette dépense-là. Alors nous disons, nous, la coalition Seul CHU, au moins réduisons cette dépense extravagante de 50% en ne faisant que Seul CHU. Je vais m'arrêter ici et je pense qu'il y aura sûrement des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? André Lavoie, vous avez dit au début, avec raison, je crois, qu'on n'a pas fait la preuve qu'un méga-hôpital est utile plus que des hôpitaux différents. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans la logique, en mettant les deux bouts de votre argumentation ensemble, de concevoir un seul CHU sans méga-hôpital, avec simplement des additions aux hôpitaux existants selon les spécialités, selon la répartition des spécialités? Moi, je suis convaincu que oui. Merci. Je suis convaincu que oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais l'approche que nous prenons en demandant un seul CHU, elle se veut plus réaliste, si vous voulez. Mais idéalement, les deux projets devraient être stoppés pour toujours. Et on pourrait très bien, autant du côté anglophone que du côté francophone, je le disais au tout début, en ajoutant quelques pavillons pour abriter des équipements nouveaux, pour abriter des locaux de recherche nouveaux, pour abriter des locaux d'enseignement nouveaux. Et du côté francophone, Marc Brière, je pense, avait participé à cette coalition, Pierre de Bellefeuille aussi, je crois. À un moment donné, nous demandions que le site, alors que c'était une grosse question débattue publiquement, le site du CHU, nous proposions l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu aurait été un site beaucoup plus intelligent que Saint-Luc. Saint-Luc, c'est épouvantable ce qu'ils vont créer. C'est épouvantable. Le président de l'Ordre des architectes, c'est pas n'importe qui, a dit que c'était une aberration. On va faire avec le CHUM à Saint-Luc, et il n'est pas trop tard pour changer de place. On va faire, si ça se réalise, le même ravage social et urbaniste qu'on a fait avec l'autoroute Ville-Marie, qu'on a fait avec l'autoroute Dufresne à Québec. On va démolir tout un quartier. Alors, quand on dit un seul CHU, quant à moi, personnellement, c'est le deuxième choix. Mon premier choix, ce serait pas de CHU du tout. Les CHU, ils existent actuellement. Le CHU McGill, il existe depuis plusieurs années, le regroupement des hôpitaux. Le CHU francophone, il existe aussi depuis une dizaine d'années. Les deux existent. Bon, alors, moi, je pense que, en tout cas, bravo si on a vraiment le courage de le faire.
Mais je ne pense pas que le gouvernement aura le courage de dire on met la croix sur les deux projets. Et c'est pour ça qu'on propose l'alternative d'un seul projet, mais pour les deux universités. Mais je reviens à votre question, elle est très pertinente, et moi je suis convaincu qu'on pourrait très bien, surtout si les deux communautés veulent continuer à coexister l'une à côté de l'autre, on pourrait très bien fournir quelques centaines de millions au lieu de quelques milliards, quelques centaines de millions pour des agrandissements, des constructions, des rénovations. Remarquez, il y en a eu beaucoup, et ça c'est une des questions qu'on posait en 2001. Est-ce que le gouvernement aurait le courage de publier, ça n'a jamais été fait, publier la liste des investissements, des ajouts, des pavillons, des rénovations qui ont été faites dans les 8 hôpitaux en question. Les 3 du côté francophone, les 5 du côté anglophone. Tout le monde sait, par exemple, à Notre-Dame, un pavillon a été ouvert il y a à peine 1 an. À Saint-Luc, il y a des pavillons qui ont été construits récemment. La même chose du côté anglophone, à l'Institut de neurologie. Moi, j'ai même coupé un ruban il y a à peine une vingtaine d'années pour un nouveau pavillon. Alors, grâce au délire du docteur Denis Roy, on sait maintenant que ces gens-là sont partis pour la gloire. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité autant d'un côté que de l'autre. Et je reviens à Saint-Luc. L'esquisse qu'on a vu, la maquette qu'on a vue dans les journaux, c'était 4 tours de 22 étages. Puis on disait, on avait le culot de dire, Dr. Roy qui parlait, on va créer un climat intimiste. Question, monsieur. Allez, une seconde, on est. OK, merci. Parlez dans le micro. Oui, mais je ne veux pas parler comme ça trop fort. Parlez plus loin, ça va être À part des belles soirées comme on fait ce soir, qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce qu'on peut faire aussi concrètement pour faire stopper ce projet? OK. C'est la question. Il y a la pétition qui est en marche. Il y a plus de 2000 personnes qui ont signé la pétition. Et j'espère qu'on l'a ici, là, pour les gens signent. Là. Bon. Ça, c'est une chose. Mais, ce qui est encore plus important, il faut aller voir son ou sa députée. Il y en a une qui est venue ce soir. Bravo. Bon. Mais il faut aller voir nos députés. François Lebello ici, futur député de la Prairie, au Médica. Ah bon, salut. Bon. Mais, je pense qu'on revient à la base. Moi, je pense qu'au Parti québécois, il y a, et j'ai un peu de contact avec le Parti québécois, il y a des députés qui en discutent de plus en plus. On n'en est pas encore rendu au point où on peut prendre une position publiquement, dit-on. Mais ça branle de plus en plus. Il y a de plus en plus de députés du Parti québécois, des régions en particulier, qui comprennent que là, si on dépense 5 milliards à Montréal dans les 10 ans qui viennent pour des constructions hospitalières, il ne restera pas grand-chose pour les régions. Et je vous répète aussi, avant de revenir à votre question, je vous répète que tous les sondages qui ont été faits, il y en a plusieurs qui ont été faits depuis 5-6 ans, démontrent que 75% environ des gens les disent, ça n'est pas une priorité. C'est pas ça qui va régler les problèmes des hôpitaux, les problèmes des urgences, de l'encombrement, de l'insuffisance de fonds pour construire des centres de personnes âgées qui sont plus autonomes, des centres de soins prolongés pour malades chroniques. On n'en construit plus. Le dernier gros projet,
C'était à l'époque du Parti québécois, de 77 à 82, on avait construit 70 centres pour personnes âgées, non autonomes. Mais il n'y en a plus de construits depuis ce temps-là, ou à peu près pas. Mais là, il faut aller voir son député, sa députée. Il faut ensuite écrire, aux journaux. J'ai relevé, il n'y a pas longtemps, une très bonne lettre le 13 décembre 2006, une dame, Christiane Gervais de Montréal, je ne la connais pas, mais son titre c'est « Arrêtons tout ». Parce qu'une des choses qu'elle dit dans la lettre, pourquoi, malgré les frais des gens engagés, ne pas faire preuve de courage et tout arrêter afin d'éviter une catastrophe économique dont les générations futures paieront le prix. Les lettres aux journaux. Demandez à votre député. Nous avons demandé à la coalition d'être rencontrée par le caucus du Parti québécois. On nous dit que c'est à l'étude. Alors, j'espère que la direction du Parti québécois, de l'aide parlementaire du Parti québécois, va accepter que nous allions les rencontrer en caucus. Au fond, votre question, c'est la plus importante de la soirée, peut-être. Mais il s'agit de recourir, la pétition, c'est un des nombreux moyens. Il s'agit de recourir à tous les moyens dont on dispose pour que l'opinion publique soit éveillée à cette question-là. Et moi, je suis convaincu que devant tous les faits, comme ça se déroule depuis déjà 7-8 ans, je suis convaincu que la pression publique deviendrait intolérable pour un gouvernement et il sera obligé de au moins envisager l'option un seul CHU ou pas de CHU du tout. Alors, mon cher docteur, tu n'as pas perdu toute ta fougue et toute ton éloquence. Et merci de nous éveiller à ces graves problèmes. Ce n'est pas d'hier que tu le fais. Déjà, 2-3 ans, quand j'ai, avec d'autres, formé une coalition sur le choix du site et que nous proposions l'Hôtel-Dieu, afin de faciliter justement la collaboration entre les deux CHU, celui de McGill et celui de Montréal, le site de l'Hôtel-Dieu étant voisin pratiquement du Royal Victoria et de l'Institut de neurologie, ça nous semblait tout à fait indiqué. Mais je veux souligner tout d'abord la solution que tu proposes me paraît excellente. Je pense que c'est un problème très complexe. Et la solution proposée étant de former une commission d'enquête de sages indépendants pour examiner tous les aspects de la question me paraît très judicieux. Il y a, au-delà de la question financière qui est très importante, il y a les difficultés du domaine, puis ça c'est pas, moi je suis pas un expert dans le domaine hospitalier comme tu l'es, mais tu l'as évoqué tantôt, et c'est le même problème qu'on a rencontré lorsqu'on favorisait le site de l'Hôtel-Dieu, c'est qu'il est impossible de faire travailler ensemble nos médecins de Notre-Dame, de l'Hôtel-Dieu et de Saint-Luc, qui chacun tire sur son bord. Et la seule solution qu'ils ont trouvée pour s'unir, c'était de construire une nouvelle patente. Le château de Versailles. C'est ça, malheureusement, qui est la réalité. Un aspect important de la réalité. L'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas seulement que le développement de l'enseignement, de la recherche, des spécialités super sophistiquées, il y a aussi le développement de la médecine générale de première ligne. Et
On manque cruellement de médecins de première ligne. C'est là, en particulier, qu'on devrait mettre beaucoup d'efforts. Et s'il ne reste rien au point de vue finances publiques, c'est évident que la première ligne va souffrir de ces lacunes-là. Donc, voilà un autre aspect de la question importante. Mais le troisième, que tu as évoqué aussi, mais sur lequel tu ne t'es pas étendu beaucoup, c'est l'aspect linguistique. On a deux facultés, une francophone, une anglophone. Et la faculté de médecine anglophone est assez réputée en Amérique du Nord. Alors, on peut difficilement, je pense, politiquement, réalistement, essayer d'étrangler ou d'étouffer l'essor de la faculté de médecine anglophone. Je pense cependant qu'il ne faut pas sacrifier à l'essor de la médecine anglophone celui de la médecine francophone. Mais là, si nous avons un seul établissement pour les deux, j'imagine que ce sera un établissement bilingue, bien que tu dis que ce soit régi par les lois de la province, mais comment parce que la faculté anglophone de McGill va devoir continuer à exister avec le complet, dans toute son envergure de recherche et d'enseignement. Alors, moi, je trouve là une difficulté pratique difficile à concilier. Bien sûr qu'on peut développer les deux établissements en accordant à chacun en complémentarité, si possible, donc sans dédoublement des compléments de pavillons surspécialisés. Mais il y a cet aspect-là que j'aimerais que tu développes davantage. Je sais. Les gens pourraient Bon. se présenter pour une question là-dessus. C'est Marc Brière. Alors, c'est M. Brière. Marc Brière. Merci pour vos remarques. Deux choses. Le site, la langue. Le site. À ce stade-ci, nous nous contentons de ne pas entrer dans ces deux questions-là de façon pointue, le site et la langue. Nous disons, le gouvernement doit mettre un stop aux deux projets, créer une commission d'études avec des audiences publiques et la formule qui est inédite, mais inédite en santé, mais pas inédite dans d'autres domaines. Vous êtes avocat, vous êtes ex-juge. Vous savez fort bien qu'il n'y a pas deux palais de justice à Montréal, un anglophone et un francophone. Bon. C'est évident. Bon. Alors, le site. Quant à moi, le projet autour de Saint-Luc était tellement mal parti, va tellement massacrer le voisinage, le quartier. Quant à moi, il devrait être cessé pour de bon. Et s'il y a un seul CHU, il devrait être sur le terrain de l'Hôtel-Dieu. Parce que c'est au carrefour des deux universités. C'est à côté de la montagne, il y a plein d'espace, c'est accessible aux deux communautés. Ça, c'est pour le site. Bon. Nous gardons en réserve. Je pense que la priorité, c'est de convaincre nos dirigeants politiques qui doivent mettre un moratoire sur les deux projets et créer une commission d'études. La langue. Moi, je ne crois pas que ça devrait être un CHU bilingue. Je crois que ça doit être un CHU unique qui va respecter les privilèges, les droits, les coutumes, les us et coutumes des deux facultés de médecine. Je vous disais tantôt que déjà beaucoup de médecins francophones travaillent du côté de McGill et de plus en plus de médecins anglophones. Je sais, à l'hôpital où je travaille, Louis Lafontaine, il y a des médecins qui sont issus de McGill, des médecins anglophones. Je ne dis pas que ça doit être un hôpital bilingue, loin de là, très loin de là. Mais c'est un hôpital où les deux facultés feront l'enseignement comme elles le font actuellement, ces facultés-là. Donc, il sera bien. Pas bilingue au sens
où on l'entend généralement, où les deux, où par exemple les affiches dans l'hôpital, à l'intérieur ou à l'hôpital, seraient dans les deux langues, pas bilingue dans ce sens-là du tout. L'enseignement et la recherche. Ben oui, mais l'enseignement, il se fait déjà en anglais à McGill. Il faudrait continuer à se faire en anglais. Pour McGill, pour les étudiants de McGill. Et cette cohabitation-là, elle permettrait au gouvernement, dans un seul chute, de décréter, parce que moi j'ai la conviction profonde que les deux universités ne s'entendraient jamais sur la répartition des surspécialités. Les trois hôpitaux francophones n'ont même pas réussi à s'entendre. Bon. Alors, il faudra qu'il y ait un décret, là aussi, à la suite de propositions venant d'un comité d'experts, mais d'experts neutres dans la question, et le gouvernement dirait des surspécialités qui touchent l'endocrinologie, par exemple. C'est la faculté de McGill qui en sera responsable à l'intérieur de ce CHU-là. Et la même chose pour toutes les surspécialités. Je pense, encore une fois, que les dirigeants politiques devront avoir le courage de dire, devant l'impasse qui dure depuis des années, sur la répartition des surspécialités. L'exemple en pédiatrie est particulièrement frappant. Il y a un comité qui a été créé il y a quelques années. Parce que le comité a conclu, entre autres choses, qu'à Montréal, il n'y a pas de masse critique suffisante pour avoir 2 hôpitaux pédiatriques. Sainte-Justine et le Montréal Children's, qui s'en irait au campus Glen, là, qui fait partie du méga-hôpital. Alors, malgré ça, le gouvernement, c'est pour ça que dans le communiqué d'hier, que personne n'a repris, on disait, le gouvernement cède au chantage. Et il ne devrait pas laisser le projet continuer aussi longtemps qu'il n'y aurait pas une répartition des surspécialités, surtout en pédiatrie. Actuellement, 700 millions d'argent des contribuables sont en train d'être dépensés pour agrandir Sainte-Justine. 700 millions, c'est beaucoup d'argent. Et là, on va en dépenser autant pour la partie Montréal Children. Parce que l'autre partie du 1,8 milliard, c'est le Royal Victoria, tout est pratique. Ce qu'on va peut-être faire, on va prendre 3-4 questions, essayer d'être le plus bref possible. Michel Morin. Pour les francophones de l'ouest de Montréal, il y a juste l'Hôtel-Dieu qui est francophone. Tous les hôpitaux, c'est des hôpitaux anglophones. Est-ce qu'on peut se faire servir en français dans les hôpitaux anglophones si on n'est pas anglophone? C'est ça. Ouais, je pense que vous devez être servi en français. Officiellement, théoriquement, McGill répond toujours au gouvernement puis aux journalistes. Mais oui, on dessert des patients francophones en français. Mais c'est pas toujours vrai. Loin de là. Loin de là. C'est assez vrai. Monsieur Bonham. C'est assez vrai pour ce qui est des médecins, mais quand arrive l'infirmière ou l'assistante d'infirmière qui vient de la Jamaïque, là, elle ne parle pas beaucoup français. Vous avez dit que, donnant la possibilité qu'il n'y ait qu'un seul hôpital, donnant la possibilité qu'il n'y ait qu'un seul hôpital, ce que je crois doit se réaliser pour ma part, que ce serait l'hôpital de Montréal. Mais vu l'envergure de cet hôpital-là, 2 milliards de dollars engagés, il me semble que ce serait un hôpital national, parce que l'ensemble des Québécois payera pour cet équipement et l'ensemble des Québécois pourra en profiter. Alors il me semble qu'on devrait lui donner son envergure nationale. C'est pertinent comme remarque. Et je suis peut-être d'accord avec vous. Bon. Deuxième remarque, si les journaux ne veulent pas faire connaître la vérité à ce sujet-là, je vous conseillerais de vous adresser au conseil de presse. Bonne suggestion. Bonsoir, mon nom c'est Régine Larocque, je suis originaire du comté de Bonaventure. Quand vous avez parlé des régions, là,
il faut dire qu'il y a certaines régions qui sont desservies par des députés libéraux. Et ça, vous le savez pour Bonaventure. Malheureusement, on n'a eu qu'un seul mandat du Parti québécois. Et moi, je vais vous dire que ce qui se passe là-bas, là, des fois, c'est pas toujours drôle. Entre l'hôpital de Chandler et l'hôpital de Maria, il y a 100 kilomètres. Et il y a quelques années de ça, je ne sais pas si on a réparé l'erreur, mais on faisait partir des enfants de Bonaventure pour se faire des plantes à Rimouski parce qu'il y avait peu de spécialistes et les médecins ne veulent pas travailler en région. Moi, ce qui est ma suggestion ce soir, c'est quand on a des étudiants qui en prennent pour devenir médecins, donc qu'ils acceptent, comme certaines personnes que je connais dans d'autres corps de métier, qu'ils s'en aillent travailler dans les régions, ou sinon, c'est ça qui est le problème. Je vous remercie. Votre suggestion, madame, je ne peux pas faire autrement que l'endosser à 100%, parce que en 76-77, dans le programme du Parti québécois, il était question d'un service civique. Et j'avais même, dans une de mes premières sorties publiques, j'avais dit, il faut que nous allions vers cette formule-là pour desservir les régions éloignées. Autrement, les régions éloignées seront toujours négligées. Mais on m'a dit, non, pas tout de suite, ça c'est pas une priorité. Ceux qui connaissent la politique comprennent ce que je veux dire. Malheureusement, les gouvernements n'ont pas le courage de faire ça. Mais je pense que ça se fait dans certains pays, que le futur médecin, qui a été boursier, surtout, mais ici, tout le monde est boursier parce que les frais d'université sont tellement bas, ils sont tous boursiers, les médecins, futurs médecins. Dans certains pays, on les oblige à faire 2 ans en région éloignée. Mais vous avez absolument raison. Mais raison de plus, encore une fois, que votre député soit libéral ou péquiste, il faut qu'il soit sensibilisé au fait que s'il n'y a pas assez d'argent pour qu'on fasse un plat dans votre région et qu'on l'envoie à Rimouski, il va en avoir bien moins dans 10 ans si on dépense tout ça à Montréal. Bonjour à vous, Daniel Gingras, andragogue. La réaction que j'ai face à ce que vous venez de me dire, ce serait d'appuyer votre premier choix, c'est-à-dire le gel, création d'une commission, et les raisons pour lesquelles j'en arrive à cet élément-là, c'est premièrement les besoins dans tous les hôpitaux. Je regardais juste hier, comme tout le monde a dû l'entendre, à Montérégie, la traumatologie, qui dit que toute personne dès qu'il y a un accident, le plus tôt est pris en charge par le système médical, plus il y a de chances de s'en sortir. Il y a des besoins dans toutes les régions en ce qui a trait au niveau des hôpitaux, et ça, il y aurait besoin de faire une analyse, selon moi, de l'état de l'ensemble du réseau et des besoins pour pouvoir desservir les gens qui sont fait de méga hôpital à Montréal. Les gens qui devront partir des régions vont aussi encore avoir à voyager, ce qui a aussi un impact sur l'environnement, ce qui a aussi un impact sur l'économie des gens, parce qu'on va le payer en impôts, on va le payer en transport, on va le payer. Il y a des besoins en assurance médicale, on vient de voir que ça va augmenter. On entend parler avec, comme M. Bouchard disait, la réduction de la dette, comment c'est nécessaire. Là, on va en remonter une autre dette. Puis je pense que, et je terminerai par cette question-là, serait-il pas temps que le politique s'associe avec le social, parce que si on regarde dans le système comment il y a les hôpitaux privés, il y a les hôpitaux publics, il y a les CHSLD, puis il y a aussi le maintien à domicile qui ont aussi des besoins à ces niveaux-là pour permettre aux gens de pouvoir rester chez eux. Donc, serait-il pas temps que le social et le politique se mettent ensemble pour permettre à nos mégalomanes, créateurs et idéateurs de projets et consommateurs, parce que c'est des sous que c'est nous qui allons payer ça, de mettre un frein à cette dynamique-là, ou de remettre l'économie à sa place, en quelque part, ces gens-là, de façon à pouvoir mettre la personne au centre de la démarche que l'on fait, comme par exemple les médecins viennent de le faire en traumatologie actuellement, en disant, ben nous autres, on pense que c'est l'essentiel. Puis c'est partout ça. C'est possible qu'il y ait une alliance du politique et du social.
mais je ne compterai pas sur le gouvernement actuel pour réaliser ça. Je m'excuse, mais la seule époque dans l'histoire moderne du Québec où on a connu une alliance du politique et du social, ça a été de 76 à 80 là. Mais sinon, c'est très difficile. Et encore une fois, il faut continuer nos pressions sur les deux grands partis politiques québécois, mais en particulier parce que c'est là qu'il y a le plus d'espoir, quant à moi, en particulier sur la députation et la direction du Parti québécois. Il faut que ça devienne un enjeu électoral. Il ne faut pas oublier les 70% des médecins formés à McGill qui quittent pour travailler ici. Bonsoir, mon nom c'est Maurice Laudec et je suis peut-être plus terre à terre que les autres. Moi là, quand je vais à l'hôpital puis que je paye 12 piastres pour une heure, 12 piastres, ça m'écoeure. Et est-ce que ce serait possible quand vous allez faire un jour au CHU des stationnements qui auront du bon son et qu'on ne se fera pas écorcher par cette bande de requins, parce que j'appelle ça des requins, et puis on devrait, je suis certain, se mettre tous, à un moment donné, leur dire qu'est-ce qu'on pense d'eux, parce que c'est... Mais il faut le dire au gouvernement, encore une fois, parce que les hôpitaux, les petits boss des hôpitaux, les directeurs des hôpitaux vont vous dire, moi, j'étais directeur d'hôpital, j'ai toujours refusé d'avoir un stationnement pour visiteurs et employés payant. Mais la plupart des directeurs d'hôpitaux disent, on n'a pas assez d'argent, donc on va aller en chercher en mettant un stationnement payant. Soyez assurés que les stationnements des futurs CHU, si ça se réalise, ça va être pas mal plus cher que 12 piastres. Bonsoir, M. Lezeux. Mon nom est André Calais. Comment se fait-il? Pourquoi est-ce que les surspécialités doivent être sous la responsabilité d'un hôpital plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que le CHU ne peut-il pas être plutôt une entité autonome, ou quasi autonome, avec un conseil d'administration qui comprendrait des représentants de chaque université? Ce CHU-là aurait la responsabilité d'offrir des services appropriés, des services en recherche, et puis des trois thèmes, des trois missions de cet hôpital, de ce CHU. Alors, je crois que si on voulait promouvoir un seul CHU, ce serait facile, peut-être d'un point de vue organisationnel, ce serait peut-être plus facile de décréter que ce CHU-là sera autonome, et ensuite... Bon, ça existe déjà. Je vous répète encore une fois, Notre-Dame, Saint-Luc, Hôtel-Dieu se sont regroupés depuis presque 10 ans maintenant sous un seul conseil d'administration, qui est le conseil d'administration du CHU. C'est fait depuis une dizaine d'années. Et eux-mêmes n'ont pas réussi à s'entendre, même s'il y a un seul patron, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la répartition des surspécialités dans les trois grands hôpitaux. C'est pour ça que je vous répète encore une fois, j'ai quand même une certaine expérience dans ce domaine-là, et les projets de CHU, là, c'est pas d'hier. Moi, je commençais à Sainte-Justine à la fin des années 50, puis le nouvel hôpital Sainte-Justine, les universitaires voulaient le transformer en un CHU. Alors, je reviens à votre question. C'est pour ça que même lorsqu'il y a un seul patron, un seul conseil d'administration, il n'y a pas d'entente possible, l'histoire le dit. Il faut que le gouvernement décrète où vont aller les surspécialités, dans quel hôpital. C'était ça ma proposition. Alors, monsieur notre invité et les autres messieurs qui sont en avant, je voudrais souligner une chose. À une certaine époque, l'Hôtel-Dieu, les sœurs de l'Hôtel-Dieu, les hospitalières de Saint-Joseph, avaient offert gratuitement au gouvernement un immense terrain non pollué pour construire justement un CHU, s'il faut absolument qu'il y en ait un. Moi, ce ne serait pas ma première hypothèse, en fait, ce serait plutôt pas de CHU du tout, et
un fonctionnement plus harmonieux, si on veut. Deuxième chose que je voudrais souligner, grâce à Mme Rita Diane-Marcellet, ici présente, et à Louise Arel. Il y a déjà quelques mois, je suis descendu à Québec avec Jean-Pierre Bolland, un ancien doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, pour aller présenter une sorte de mémoire, si on veut, à ce sous-comité. Remarquablement, ceux qui étaient là et qui avaient été avertis, il n'y avait que des gens du Parti québécois qui étaient là. Ni l'ADQ, ni évidemment le Parti libéral avait délégué quelqu'un, au moins pour écouter certaines doléances qui pouvaient être utiles. On a pris la peine de descendre à Québec, à partir de Montréal, faire en fait plus de 500 km. Pour ça, on n'a même pas eu ces partis-là, sauf le Parti québécois, la politesse de venir nous écouter. Écouter, risquer d'apprendre quelque chose. Alors, c'est Mme Rita Diane-Marcellet qui nous avait organisé cette chose-là avec l'aide de Mme Louise Arel, 2 députés du Parti québécois. Et ceux qui ont écouté, c'était des gens du Parti québécois. Alors, j'insiste pas plus. Merci. Alors, Mme Diane-Marcellet va continuer dans la même lignée et va obtenir que notre coalition soit entendue par le caucus du Parti québécois le plus vite possible. Merci, M. Lazure, pour tous les arguments que vous nous avez donnés ce soir. Cela va nous aider énormément. Moi, la question que je me pose, compte tenu de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut, a-t-on vraiment besoin d'un seul chemin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'un? Parce que nous, les militants sur le terrain, il faut se brancher. Il faut être consistant dans ce qu'on dit. Il faut savoir où on s'en va, comment on s'en va. On développe des arguments. Alors, si on dit, si on s'entend là-dessus, on n'a pas besoin de chemin, on va le dire. Mais ça va avoir un impact. On ne peut pas en parler du tout. C'est assez difficile de ne pas en parler du tout. Ou si on reconnaît qu'on en a besoin d'un, ben, il va falloir le dire aussi. Alors, c'est un peu ça. Je vous répète qu'en 2001, notre coalition, et moi personnellement, là je ne parle pas au nom de la coalition, mais personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de 2 ou de 1 CHU. Les CHU, encore une fois, je vous répète, au point de vue organisation, ils existent actuellement. Il existe les 2 CHU. Il y a un seul conseil d'administration pour le CHU McGill, un seul pour le CHU de l'Université de Montréal. Et je suis convaincu, comme d'autres, qu'on pourrait très bien répondre à tous les besoins, soi-disant, du 21e siècle. C'est le blabla qu'on entend tout le temps, là. Ah, il faut l'hôpital du 21e siècle. Mais on peut, par des aménagements, des additions, des rénovations, des agrandissements, on peut très bien continuer la formule actuelle de l'enseignement, de la recherche et de la clinique spécialisée dans les hôpitaux existants. On peut très bien le faire, parce que des deux côtés, il y a une seule entité administrative, un seul patron, un seul conseil d'administration. Alors, il faut que le gouvernement, pour que ça se réalise, il faut que le gouvernement dise, on arrête les 2 projets, on décrète où vont aller les sous-spécialités. Mais ça, c'est le premier choix. Mais, est-ce que c'est réaliste de croire qu'un gouvernement va avoir le courage de mettre les 2 projets, de mettre la croix sur les 2 projets? J'en doute un peu. C'est pour ça qu'on dit un seul CHU. Mais idéalement, c'est pas de CHU du tout. Je suis d'accord avec vous. Oui, moi, si je comprends bien, il va y avoir un seul CHU, mais ça va être les anglophones, qui ont juste 10% des médecins. Vous avez ça ici, là, qui parle le projet du méga-hôpital Saint-Vincent du Centre de santé McGill. Eux, ils sont déjà pas mal avancés. C'est ce que je disais tantôt. Ils ont plus de l'avance. Ils sont discrets, ils ont plus de l'avance. Ils sont discrets, ils ne parlent pas, ils le font. C'est ça. Et puis pire que ça, c'est qu'ils proposent un hôpital 5 étoiles. Alors nous, on va dépenser 50 milliards d'ici 10 ans pour payer un hôpital anglophone, quand déjà il y en a un, l'hôpital juif, qui est 5 étoiles.
où ils ont un laboratoire super moderne que je suis sûr qu'ils n'ont pas dans les autres hôpitaux. Alors nous, on est frileux dans tout ça. On veut un CHU, mais il y en aura probablement un qui sont assez avancés pour ça. Non, Ça mais va être écoutez, anglais. Ça va être anglais. ce qu'on demande, c'est Ça qu'il va chez nous. y ait un gel, premièrement. Écoutez, c'est une question politique. C'est une question qui peut être résolue seulement par une action d'un gouvernement. Et on dit le minimum que le gouvernement, quel qu'il soit, libéral ou péquiste, dise on arrête les deux projets, on crée une commission d'études qui n'a jamais existé et on étudie toutes les options, que ce soit l'option un CHU qu'on préconise ou l'option pas de CHU, pas de méga-hôpital nouveau. Les deux CHU continuent d'exister avec des ajouts qu'on fait des deux côtés. Mais l'important, c'est de mettre un stop aux deux projets. Bon, je m'appelle Pierre de Bellefeuille et je suis très heureux d'être venu entendre un ancien collègue à l'Assemblée nationale que j'ai toujours beaucoup admiré. Dans le monde politique, il y a toutes sortes de bêtes. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des coqs, des poules, il y a des rats, il y a des requins, il y a beaucoup de moutons, et puis il y a un éléphant. Et cet éléphant, c'est l'opinion publique. Ça ne se déplace pas spontanément, ça a tendance à rester en place, mais si ça se déplace et que ça fonce, là, ça peut défoncer les murs. L'opinion publique, à l'heure actuelle, a été très influencée par ceux qui se sont appelés les lucides, ce qui est assez prétentieux de prétendre avoir toute la vérité, toute la lumière. Et les lucides se sont élevés contre le fait que l'opinion publique rejetait les grands projets. Alors, dans l'opinion publique, les moutons se disent « Ah, il faudra changer d'attitude et accepter les grands projets. » Alors, c'est ça qui se passe, là. L'éléphant de l'opinion publique cherche des grands projets que les moutons pourraient appuyer et être contents d'appuyer. Bon. Alors, comment lutter contre ce phénomène-là? Je n'ai pas de recette magique, mais j'imagine que le groupe que le docteur Lazur dirige pourrait rencontrer systématiquement des dirigeants du monde des médias. Parce que les médias ont une influence énorme sur cet éléphant-là. Ils couchent dans le même lit. Et rencontrer ces gens-là pour qu'ils surmontent l'influence des lucides, que les dirigeants des médias sont capables de comprendre ce que vous nous avez expliqué et ils sont capables de donner des instructions pour que les salles de nouvelles s'intéressent à la question. Alors c'est la suggestion que je voulais vous faire. Merci. On va faire 4 dernières interventions. Merci. Marius Minier de la section de Williel, président. Je suis un peu inquiet, M. Lazur, vous nous avez apporté de très bons arguments ce soir. J'étais ici lors de votre conférence de presse que vous avez faite avec M. Dorion et compagnie. Là. Puis, ce soir, je vous réécoute encore. Alors, ça rentre un petit peu davantage les arguments, parce que je vous avoue que je manquais d'arguments à plusieurs égards. Maintenant, de quelle façon je suis inquiet pour la coalition? C'est sûr qu'on a créé une coalition ici à la Société à Montréal, mais je pense que vous avez raison de dire que ça concerne tout le reste du Québec. Puis
pour moi, il faudrait profiter de cette occasion-là pour créer une coalition plus large à travers le Québec. Alors, je ne sais pas trop de quelle façon procéder. Est-ce que vous acceptez de donner des conférences un peu partout sur le sujet? Je ne sais pas. Alors là, j'organise une série de conférences dans ma section. Est-ce que vous accepteriez de venir dans l'Est de Montréal? Dans l'Est de Montréal, qui est votre secrétaire de l'autre journal, pour le féliciter d'être présent à notre soirée. Bonsoir, mon nom est David Deschênes. Je m'attaque à une sémantique. On a parlé un peu d'économie des régions, un peu d'argent, de structure. Quand on parle de ce projet dans les médias, je l'ai entendu ce soir aussi, il y a une virgule que je voudrais apporter. Les virgules dans la politique, vous savez, c'est important. Lorsqu'on lit un texte, les virgules. Vous mentionnez ici, je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit le texte ou c'est monsieur qui a écrit le texte. C'est marqué ici, on est tellement incrusté dans notre complexe d'infériorité, on a toujours donné 50-50 à une population qui représente 10% de la population. C'est ce qui est écrit sur la feuille ici, d'introduction. Ça, c'est pas moi qui. C'est pas vous qui l'avez écrit. Mais c'est une citation, on me dit que c'est une citation. D'accord. Donc la sémantique et la virgule que je voulais amener au Québec, les dits de langue française sont 82% de la population environ. Hors Montréal, c'est 96% si on ne compte pas l'île de Montréal. Et j'entends souvent dire le mot communauté francophone. En France, je ne pense pas que, malgré que ce soit 97% de langue française, qu'ils se disent la communauté francophone, la communauté. Donc à Montréal, je conçois qu'il y a des communautés grecques, communautés sikhes, communautés anglophones, mais je ne crois pas que les majoritaires soient une communauté francophone et pas une communauté, selon moi, on est tout une nation. Donc c'est plutôt le détail. Et dans les médias, on mentionne la communauté francophone, alors que je ne considère pas les Sikhs ou les francophones sur un pied égalitaire point de vue du pays, du Québec. Mais ça, c'est une virgule que j'amène, point de vue, juste de marcher droit, tout simplement, et de mettre des choses. Donc, c'est une virgule. Vous avez raison. Oui, bonsoir, Pierre Dubeux. Je pense que c'est important, comme c'était dit précédemment, de savoir qu'est-ce qu'on notre objectif. Je pense que notre objectif, c'est un moratoire, qu'on arrête et ça. Parce qu'un seul CHU, là, c'est dur à vendre. Parce que les gens disent, ça va être bilingue, ça va être anglais dans les faits. Et c'est le prix à payer pour avoir un CHU français qu'il y en ait deux. Fait que, alors, moi, je préfère votre deuxième hypothèse qui en fait votre premier choix. Mais je voulais intervenir dans le sens que M. Bellefeuille a fait mieux que moi, c'est-à-dire qu'on aime les grands projets, surtout présentement. Et je lisais dernièrement James Jacobs, qui, dans son livre en faveur de l'indépendance du Québec, qui faisait une analyse de l'économie du Canada, puis il disait que c'est une économie qui est basée sur les richesses naturelles et les grands projets, et que malheureusement, l'élite québécoise partage les mêmes conceptions. Ça fait qu'il va falloir s'atteler, je pense, en développant les besoins de la population en santé, comment ils peuvent être répondus par autre chose que les grands projets. Mais je pense qu'il faudrait aller dans le sens de votre premier choix, mais il faut s'entendre pour qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant, qu'est-ce qu'on va vendre. Je pense que c'est très pertinent. Il y aurait peut-être lieu de changer nos titres à l'avenir. Au lieu de parler d'un seul méga-hôpital, mettre l'accent, comme on dit dans notre conclusion, mettre l'accent sur un arrêt des deux projets méga-hôpitaux. Point à la ligne. C'est ça qui est notre objectif. Comme vous le disiez vous-même, là, c'est ça qui est notre conclusion, c'est ça qui est notre demande principale, un moratoire. J'aime pas tellement le mot moratoire si on veut que les gens comprennent, là, mais un arrêt des deux projets. Peut-être pas dire mégalomane, là, mais en tout cas, un arrêt des deux projets et une commission d'études créée par le gouvernement pour envisager toutes les options, y compris pas de CHU, un seul CHU. Mais il existe déjà des CHU. Ça porte à confusion, c'est un peu comme le racisme, là.
les mots portent à confusion quand ils sont mal définis. Non, non. Alors, ils sont là, les CHU. Mais il faut parler de méga-hôpitaux. Un arrêt sur la construction des 2 méga-hôpitaux. Je pense que c'est ça qu'il faut demander. Oui, Monsieur Desu, je suis très heureux de savoir que vous êtes encore actif. Je vous ai connu au LIN il y a plus de 40 ans. Et puis, votre engagement, mais je dois l'avouer, au-delà de cette fleur-là, moi j'aimerais dire que je suis totalement en accord avec l'orientation que vous êtes en train de prendre, comme vous venez d'évoquer il y a quelques instants. Et je voudrais mentionner aussi autre chose qui semble, qui est en dehors du débat propre du centre ou des centres hospitaliers, mais qui fait partie d'une problématique plus globale, qui est toute la croissance phénoménale des institutions anglophones à Montréal, les universités Concordia et McGill, qui sont en croissance phénoménale depuis plusieurs années. Ils sont en croissance parce que le gouvernement du Québec paye des études à des gens de l'étranger qui viennent ici, et puis je ne suis pas xénophobe, bien au contraire. En 62, du temps que j'étais au LN, je vendais des olives et du fromage importés à la communauté grecque de Montréal. Alors, que les choses soient très claires, je ne suis pas xénophobe. Alors, mais cette croissance phénoménale-là, moi, j'ai bien de la difficulté à comprendre ou à m'avouer qu'il n'y a pas un complot en arrière de ça, et je suis très étonné quand je vois les députés du Parti québécois, leur nonchalance par rapport à cette chose-là. Je pense que, en plus de ce que vous avez donné comme explication de la croissance assez excessive quant à moi des institutions universitaires anglophones à Montréal, il y a aussi le fait, démesuré, il y a aussi le fait que de plus en plus, non seulement des gens qui viennent des communautés ethniques, mais des gens qui viennent du peuple canadien-français, des francophones, qui s'en vont au Concordia, qui s'en vont à McGill, à tort ou à raison. Mais les institutions anglophones profitent d'une entrée de plus en plus importante d'étudiants dans leurs universités. Et avec ça, justifie leur expansion excessive. Une dernière question, il y a monsieur au fond qui avait demandé. En fait, merci beaucoup. Vincent Becampré, donc c'est la première fois que je viens ici. Je suis d'accord avec votre position. Il faut effectivement minimiser les coûts catastrophiques qui peuvent arriver pour l'avenir. Sauf qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée. On est dans un contexte de déclin démographique, de hausse du vieillissement de la population. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer aux gros éléphants les listes d'attente? C'est aussi simple que ça. Dans la tête des gens, j'ai l'impression de dire on fait 2 méga-hôpitaux, on a 200 000 places. C'est comme de dire qu'on a plein de places de plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais on parle d'opinion publique. Mais les gens peuvent croire ça dans l'opinion publique. Vous avez raison. Oui. Mais comment convaincre les gens maintenant que ce n'est pas ça? Puis comment prendre position contre 2 méga-hôpitaux sans se faire ridiculiser par l'opinion publique quand on connaît Jean Charest, il va sortir dans les listes d'attente. Mais les 2 projets ont été approuvés à condition qu'il n'y ait pas augmentation des lits par rapport aux normes actuelles de lits. Ça va plus loin que ça. Au moment où on se parle, là, il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal, à l'année longue, qui ferment des lits. Qui ferment des lits. Pas seulement durant le temps des vacances, là. Mais ça, les gens ne le savent pas, puis le gouvernement fait semblant de ne pas le savoir. Bonjour, mon nom c'est Réal Levac. Je veux juste savoir, c'est-tu encore une chicane entre les sentiments de la CAN contre l'argent? On n'en sort pas. En équipement, si on veut garder la CAN, on est tout le temps confronté à
à la grosse argent. C'est ça. Pas bien. Là, pour le premier, le chef saurait de problème de dire hey, aux étrangers qui choisissent tout le temps le pognon, puis ça nous vend, le clan. Ah, c'est pas payant, ça ne paye pas le loyer, ça. Les étrangers, ils prennent le pognon parce que ça paye le loyer. C'est ça le problème. Merci. Oui, mon nom est Lise Garand. J'aimerais simplement dire qu'on a besoin de se parler. Nous avons un outil moderne. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas? Ça s'appelle l'Internet. Alors, pourquoi va se passer le message entre nous par Internet? Utilisons ce bon moyen. Merci. Merci. Il y a un site Internet qui existe qui s'appelle unseulchu.org, qui est le nom de la coalition. Là, il va falloir, à l'intérieur de la coalition, il va falloir qu'on ait des discussions. Et je pense que Pierre Dubuc a raison, puis d'autres ont fait allusion à ça. Je pense qu'il faut reculer là-dessus, sur ce titre-là, et parler d'un arrêt de la construction des 2 méga-hôpitaux. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça. Un arrêt de la construction des 2 méga-hôpitaux et création d'une commission d'études gouvernementale. C'est ça. Monsieur Lazur, c'est le temps d'en finir, mais il y aurait beaucoup à dire encore, et moi, je n'en rajouterai pas. Mais je vais rajouter quand même un petit objet. Vous avez été décoré plusieurs fois, et j'imagine qu'on ne doit pas se lasser de recevoir une décoration. Et c'est pour ça que je vais en rajouter une, qui est celle de la fleur de lys, que nous remettons à nos conférenciers pour souligner et rendre hommage à leur contribution à la croissance et à la vitalité de notre peuple, de notre nation. Merci, M. Lazur, au nom de tout le monde.